plusieurs questions qui font passer, traverser là-dessus jusqu'au viscère, jusqu'au leur viscère. D'abord, quel rapport entre la pensée et la philosophie? Grand chapitre. Qu'y a-t-il des différences de la pensée au sens général ou au sens profond, illimité, dont l'objet est encore la pensée, et la philosophie comme une institution, une discipline, différentes écoles ayant plus ou moins une continuité, une discontinuité qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que nous appelons ce corpus, il s'agit de la philosophie, en plus en ajoutant parfois des adjectifs occidentaux. J'avais mis en question sous un regard de suspicion, j'étais sur certaines allocutions, surtout dans les écrivains de notre époque, depuis 30 ans, 50 ans, dans l'école française, qui disait qu'effectivement, en parlant de première personne, mais en alléguant à nous, la généralité limitée de nous et usant cette expression de dans notre, au moins dans notre dans notre pensée occidentale ou dans la philosophie occidentale, et de l'autre côté du cap, c'est la philosophie orientale trop large, mais on dit philosophie islamique qui s'avère d'être une certaine discussion autour de textes d'Aristote, Platon étant un peu tardivement redécouvert. Eh bien, je ne dirais pas d'emblée que la pensée est infinie et la philosophie c'est une discipline historique délimitée et divisée à des écoles. Ce sera trop facile, mais posons cela. On ne sait pas encore si la pensée est infinie ou illimitée. Illimitée, oui, peut-être, mais chaque pensée, pour dire qu'il s'agit d'une pensée, devrait être plus ou moins limitée, délimitée, au sens où qu'il y aura une certaine configuration, une expression, une énoncé, ou une figurabilité, une possibilité d'une process qui s'étale en ligne dans ces possibles, ou bien reste comme une exposition des compossibilités montrant l'impossible, comme j'ai sorti de ce cours, une sortie d'urgence dont l'entrée et sortie est barrée, oui, etc. Il y a beaucoup de manières des appareillages conceptuels ou mi-conceptuels pour parler de cela. Il ne faut pas délimiter non plus, et il ne faut pas se contenter d'une simple énumération, mais pour commencer, d'une manière pédagogique, il faut parsemer des concepts que je suis en train de faire, et c'est déjà fait.
Euh, C'est-à-dire l'entrée est barrée ou pas. C'est déjà très bien qu'il y ait une entrée et sortie, d'où savons qu'il y a une entrée et sortie de la métaphysique, ou s'il y a une sortie véritable, tout est discutable. On a à un moment donné passé là-dessus de ce concept d'une manière répétitive, d'une part de la répétition ontologique au sens heideggerien, de l'autre part de quoi réitérabilité et répétition au sens général, et la différence sous une modélisation des théories d'ensemble qu'on peut remonter jusqu'à Russell et à des autres logiciens, et pour configurer le problème de singularité sous le toit de la théorie des ensembles, en disant que est-ce qu'il est possible d'imaginer ou constater un singulier, une partie, qui ne fera pas une partie tout simplement d'un tout. Est-ce que le tout est déterminable? Est-ce que tout le tout peut être totalisable? Est-ce qu'il est suffisant de dire, au lieu de tout, problématiser le tout, l'un, et rester dans l'un, dans une sorte de réconciliation, malgré toute, disons, diversité, multiplicité, hétérogénéité et l'éparse. Et encore mieux, le divers, au sens cette fois-ci manifold kantien. C'est très difficile, mais justement, il faut represser tout cela. Mais pourquoi moi, peut-être que je vais encore parler de la peinture, mais je ne veux pas réduire la peinture à une simple exemplification d'une problématique philosophique. Ça aussi, c'est possible, mais on peut l'appeler l'allégorie, parce que ça symbolise une question, entre guillemets, universelle. Ce qui se passe dans le domaine des universaux, on peut en faire l'allégorie. Tout dépend, bien sûr, à des lectures dont nous faisons de la peinture, images, tableaux, lignes, surface, la couleur, matière. J'ai thématisé matière de l'intelligence en déclarant que je suis, entre guillemets, dans la matière de l'intelligence, en ce que je fais, dans la peinture, et dessin y compris. Et j'ai problématisé plusieurs fois en disant que je bousille mes dessins. Je suis très bon en dessin, selon moi. Et en couleur aussi, je suis bien. Mais dans le passage du dessin aux couleurs, je bousille. Je bousille thématique, pour ne pas dire le sujet. Mais on obtient de toute façon le tableau. Sinon, le tableau n'en finit pas. Et c'est pour ça qu'il y a des séries. Il est très instructif de passer des séries. Il faut passer des séries, c'est-à-dire d'une certaine multiplicité et d'une certaine réitérabilité, insistant autour, au sens où on ne répète pas l'identique, la même figure. On fait une variation esthétique, bien sûr, au sens
noble du terme, dans le domaine de figurabilité, justement. Je dis pas figure, je peux dire figure aussi, parce que figure chaque fois limitée, figée, comme je dis, pour la peinture. Il faut ajouter que la peinture est classée au moins par Kant, mais avant sûrement par Kant, dans le domaine des arts spatiaux. Et la musique, la danse, ballet, tout ce qui est kinétique, momentaire, ça fait partie des arts temporaux. Voilà, au départ, je voulais parler sous le titre de la peinture et le temps. Et oui, grande question. Est-ce qu'on est vraiment sûr que dans la peinture, il n'y a pas un rapport intime au temps? Rapport au temps. Attends. Nous restons dans la thématique de sérialité dans la peinture, dans l'exemple de la peinture, dans la pratique de la peinture. Non pas toute pratique, mais au sens noble du terme, praxis, quand on fait, quand on devient justement peintre, au sens où ça devient votre praxis qui englobe tous les autres domaines de votre vie et de la vie en général, du point de vue qui va devenir votre, qui était le vôtre, c'est le cheminement, donc acheminement vers l'auteur. Auteur, définition, disons, ingénieur de la souveraineté. Et cette réalité, l'instruction qu'il peut y avoir, auto-instruction, c'est-à-dire auto-dévoilement, de quoi suis-je capable, de quel genre de figure m'advient, ou quel genre de figure que je poursuis, je suis en quête de quoi, quel est le champ de chasse, qui est le proie qui tombe, qui dans les filets de pinceau ou what, et tous ces pigments d'origine végétale qui changent de couleur. Hier, justement, j'ai fait cette expérience avec la sève de Daphné, qui était complètement barbouillée même tout en rouge, et en mangeant en déjeuner, et j'ai tenu une carte de citron avec ma main et tout a changé, c'est-à-dire cette noircie est devenue une rouge et j'ai commencé à ondre mes mains avec les écorces de citron qui m'a fait toute rouge la main, etc. Donc il y a toute une chimie, toute une alchimie. Et ça concerne la temporalité. Je ne veux pas assurer que mes peintures dont la matière première sont issues des sèves, soit crues, soit cuits, des végétaux, ne changera pas de couleur et ne s'altérera pas au sens vers le mieux ou au sens vers le mauvais côté. Mais quel côté y a-t-il une erreur? Donc la temporalité dans le devenir couleur de couleurs
tout en restant bien sûr dans cette spectrum qui n'a pas infini. Non, notre couleur, effectivement, il y a une loi des couleurs et des lumières. Mais la matière comment on dit, s'affecte d'une autre matière basique, acide, etc. Et ça change simplement d'aspect, au sens où nous restons dans notre perspective d'aspectivisme. Eh bien, cette réalité, c'est un exercice de travail, mais pour se connaître, envie de savoir plus ce qui advient et ce qui n'advient pas, et ce qui n'est pas, c'est un processus, réitérabilité, faire des séries en peinture, donc faire des dessins sans arrêt, ou bien avec une intermittence, justement la temporalité, avec les pauses, avec le dépôt de couleurs, justement accumulation de matières primitives et l'usage dont on fait au moment voulu ou bien en dehors de volontaire au moment qui s'impose. C'est ça, le thème de temporalité qu'il faut lire dans la praxis picturale qui accompagne non pas seulement cogito. Moi, j'ai une soliloque parfois intérieure en dessinant, comme les écoliers ou des enfants des écoles maternelles, la langue à l'extérieur et le crayon qui s'enfonce sur le papier, etc. Et c'est notre praxis concerne un rapport dialectique qui s'entame entre la main et le cerveau, et pourquoi pas la corporalité. Et si on retourne un moment à la théorie des ensembles, et quand on imagine, selon la modélisation de la philosophie antique, le corps comme une organisation des organes qui s'entraident, qui s'interactent pour un fonctionnement parfait du corps vivant, et cette modélisation servait modèle à l'État, à la politique, en disant qu'il devait y avoir toute une hiérarchie des organes à l'intérieur d'une société, et donc il devait y avoir un dirigeant qui fait une skepsis, qui sans faire une scoping, une radioscopie, et j'espère jusqu'au point où il entre moyen de auscultation ou auscultation à l'intérieur de notre domaine de vie, à nos chambres. Je parle de caméras de surveillance en passant, c'est sa visibilité usée par les forces du pouvoir aujourd'hui. D'où vient la souveraineté d'ailleurs, pouvoir et micro-contrôle, usant le système de caméras ou bien même jusqu'à les champs, dans les frontières d'emblée, et qui fait que nous n'avons plus de une hétérogénéité, une singularité irréductible, mais nous sommes tous, nous faisons partie d'un ensemble, comme dans la théorie d'ensemble, mais cette fois-ci totalisante. C'est ça, l'ère d'informatique avec 5e
génération qui harcèle notre intimité. Nous n'avons plus d'informations, ni carte d'identité, ni numéro d'immatriculation intime, et notre intimité est blessée. Et d'où vient non pas le choix vers l'aspectivisme, non, d'où vient vers un approfondissement de nos singularités, qui soit présidé ou non par le cogito ou par la volonté, parce que volonté peut vouloir tout, mais n'obtiendra que ce qui s'offre, ce qui se donne, ce qui est déjà ouvert sous la main, et volonté soit insatiable ou insatisfait, et qui se relance dans son mouvement vers ces virtualités. Ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Et la représentation soit de l'autre finitude, donc ça nous oblige, ou bien ça nous fait appel à passer à une autre page pour réécrire justement et faire une secondaire élaboration sur ce qui est déjà pris, ne serait-ce que par l'appareil photographique comme image arrêtée, et jusqu'à ce que cette image, cette série, au moins dans l'un, devient tableau. C'est-à-dire qui dit tout de la série, au moins, et au-delà. Donc, à la fois une temporalité qui obéit à des lois de la chronologie, c'est pénible. On travaille sur chaque image au sens de secondaire élaboration, avec toute l'interaction qui est en cours. Je parle de la vie de psyché finalement. Je parle également et en même temps d'un certain usage des appareils ou des dispositifs techniques qui est offert sous nos mains, à condition que nous voulons les user et en choisir les procédés. La technique, comme beaucoup de choses, est aveugle, sourde, mais imposante et ouvrant un champ d'être, une certaine clairière qui est obscurcie aussitôt. Comment transgresser ce champ et personnaliser d'abord comme des personnages philosophiques, il devait y avoir. Et il faut chercher, moi en tout cas je la cherche, des personnages picturaux, mes personnages picturaux principaux, acteurs, actrices et secondaires élaborés ou non élaborés, secondaires figures ou figurines, figurants, qui s'émergent, qui s'émergent et qui submergent aussitôt. Et je ne le laisse pas dans un front où il devrait rester. Je reprends, je relance l'opération de sérialité, donc le travail quotidien de peintre, et avec un choix entre eux, faire revenir vers l'avant-scène ce qui était au fond ou reculé ou apparu insigneusement. Voilà, grande réussite de la méthode tachiste dans mon usage à moi, en tout cas. Alors j'ai déjà parlé que le souverain
soit dans la peinture, soit dans la pensée, soit dans la cogitation. Au sens philosophique, présidé selon les lignes géométriques et selon Descartes, cette grande science, après géométrie, les mathématiques, en désolation, c'est-à-dire qui n'est usé par ses contemporains que pour faire des poney chaussées, et alors que la métaphysique attend toujours à être fondée. En quoi? Ontothéologie, c'est-à-dire une preuve d'existence de Dieu et de tout le reste dont le soubassement sera divin. Alors que le peintre cogite, à mon avis, avec son pinceau et avec les séquentialités d'un tableau à un autre, forcément qu'on peut appeler sérialité ou une série de tableaux, ou bien triptyque, qui parfois nie qu'il y a une triptyque qui fait un seul tableau, dont différentes épocalités, temporations se figent et s'entremêlent et qui fait tout un scénario figé en seul tableau. C'est ça, la peinture classique qu'on connaît. Alors, l'aspect perspectivisme usant les usages les plus intimes de l'aspectivisme, je dirais. Alors, cet végétalisme, c'est... je suis très insistant concernant matérialité de notre monde, mais quand j'avais déclaré en quelques mots que tous ces tableaux, tous ces peut-être films ne sont que de petites stèles, des caveaux d'adoration ou de sarcophages dont l'ensemble considérait un seul Dieu. Ça, on ne peut pas prouver que chaque lieu de... Comment on appelle bon, les sarcophages, turbéiatures, délécage, etc. Tout ce qui est important comme ex voto, dans toute religion confondue, et même hindouisme, c'est quand même extrêmement différent sur ce point, alors qu'il y a encore une classe de religieux, donc une profession de foi, justement, au sens très étroite. Il y a un peintre de foi, sûrement, qu'on nous montre comme exemple Malevich, mais pourquoi pas Soulage, ou Kandinsky, ou Paul Klee, ou pour certains, un certain quoi. Voilà. Je pense un peintre juif, j'en trouve pas le nom, mais bon. Alors, c'est différent de représenter les textes bibliques, ce que je dis, clerge, monastériel, frères angélicaux,
euh, de Frangelico, Asperge, Notre nuit ou jour cosmique, elle est, elle est lagune, pour ne pas dire véritablement des lieux de nature exceptionnelle, dont on est en quête, surtout au sens d'être affecté par une Stimmung. Être en quête, à la recherche, être en praxis, ça concerne d'une certaine façon une certaine volonté, une certaine intentionnalité, une orientation dans la pensée, une orientation dans la peinture et dans ses matériaux, et d'autre part, en quête, c'est-à-dire être en recherche. But à cette phrase de Pablo Picasso qui déclare que je ne cherche pas, je trouve. Ça aussi, ce sera juste qui semble, qui a l'air de résoudre tout ce paradoxe de Menon dans la philosophie. Il ne sait pas ce qu'il cherche, il trouve. Il trouve, ce qu'il trouve, ça devient destin. Moi, en tout cas, ce que je trouve sans une recherche délibérée, ça m'oriente. Et que j'appelle cela une dialectique positive. Et tout ce qui barre l'entrée et sortie peut être considéré comme une dialectique négativité, donc une délimitation des limites qui nous force à un certain déplacement. On sent toujours dans l'interprétation des rêves, au sens technique du terme, déplacement, métaphore, métonymie, un certain décalage. Et quand on découpe un tableau, bien qu'il soit au prix de tant de concessions, d'abord matérialité, disponibilité et circonstances étaient, comme on appelle, de Vorhanden, figurabilité devenue une fois pour toutes, mais dans mon cas, quand il s'agit d'un être vivant, même mort, donc les sels végétales, qui est ouvert à se métamorphoser, soit composition, décomposition, soit putréfaction, et doit être d'emblée accepté par l'acheteur potentiel au moment où je laisse entrer mon produit dans les circuits de goût, échange de goût, échange monétaire, échange des monnaies vivantes, des monnaies anciennement vivantes et maintenant défunts, et des noms propres, et indépendamment des noms propres, d'emblée, le tableau où, comme disait Roland Barthes, fétiche qu'on découpe dans certaines bandes de films pour en garder en secret ce qu'on appellerait autrefois affinité élective ou sélective, élective, oui.
Voilà. Cette singularité, quelqu'un qui a le droit de développer ou s'enraciner dans ses goûts, et sans faire que l'auteur souverain, comme il est libre d'établir un culte, un monument à son nom ou au nom d'ancêtre anthropologiquement ou au nom d'un Dieu invisible, un court carré, une architecture dont l'essence matérielle est brutale et un travail aliéné qui est tombé hors de son créateur et de son dessinateur. L'architecture qui était sacrée, non pas techniquement, mais dans son sens final, dans l'usage dont on fait, dans la préfiguration de dessins de lieux sacrés, toutes ces déités qui font des séries au sens polythéisme ou aspectivisme de la même chose, des différents côtés, d'une praxis qui est en cours, soit en rapport d'harmonie, soit en rapport de conflit ou en une éparse hétérogénéité qui fait quand même une certaine, non pas une Gesamtkunstwerk, mais ça dépend par où vous voyez le rassemblement, la Slamung et la réconciliation, qui serait donc toute déité, c'est-à-dire chaque tableau, chaque icône, chaque lieu de culte et de contemplation et de recueillement servirait à un certain transcendé, à se transcender, tout en restant chez soi, chez Domus, ou dans son configuration, ou dans le chemin de recherche, c'est-à-dire configurabilité, en vue de configurabilité, d'un monde qui, bien sûr, inclura en même temps l'autre monde, les autres mondes composibles ou incompossibles. Ce qui fait qu'un tableau est un tableau, ce qui fait qu'une pierre philosophale, non pas une pierre philosophale, une pierre tombale, ou, comme on disait, enfin, quelle était la fonction de colon à serpent à Byzance, à Constantinople, supposait le centre, le point géométrique central de tout l'empire et la distance des contrées et des provinces se mesure à partir de ce point idéal qui est érigé près de Sainte-Sophie, n'est-ce pas? Nous disons kilomètres attachés aujourd'hui, n'est-ce pas? Le pierre pour mesurer à la fois la distance, à la fois le temps qui nous sépare des autres civilisations, et pour y accéder, nous usons encore nos manières, c'est-à-dire notre manière limitée, perspective ou aspectivisme élargi,
pour donner cette impression dans une émergence de figure assez venue, au sens d'advenance, dont les parties appartenant à des diverses époques, selon l'interprétation et selon notre acuité de l'esprit et notre culture de lecture picturale, d'où vient que toute peinture volens-nolens, à l'insu de son créateur ou à son insu, serait pleine, bourrée de références historiques, dans le sens où qu'il s'agit d'une peinture, d'un dessin, et tout anachronisme ne fera aucun problème au sens d'erreur de perspectivisme, mais ce sera véritablement une compte rendu au sens justement de Gesamtkunstwerk, témoignage dernier du dernier vivant qui a pensé, qui a vu, qui a dessiné, qui a écrit, qui a laissé une trace. C'est ça la conclusion pour le soir.